Bonjour Hugo Clément. Bonjour. Presque un habitué de Strasbourg, presque un abonné maintenant. Oh bah c'est plus qu'un habitué, je suis né à Strasbourg. Oui, je sais bien. Non, Alors, j'ai un tampon strasbourgeois d'origine. Le Stampfel. Près de la... Non, un habitué de la librairie Kléber. Tout à fait. Du livre, hein, bienvenue. Toujours avec grand plaisir. Un public inouï. Pour rien cacher aux gens, on fait cette interview à la volée entre une séance de dédicace démentielle. Il y a des centaines de jeunes. Ça fait plaisir à voir d'ailleurs. Ça fait très Ça plaisir. va vous faire plaisir. Ouais. Journal de guerre écologique. Et ça tombe bien parce que vous vous adressez à quelqu'un de très jeune dès le début. C'est votre petite fille, Jim, qui est née le 3 janvier 2020. Ouais. Et vous lui dites « Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existera plus au crépuscule de sa vie quand elle aura 80 ans en 2100. Si nous continuons sur notre lancée sans activer le freinage d'urgence, Jim quittera un monde sans glacier de montagne, sans forêt primaire, sans corail, sans rhinocéros. Elle laissera derrière elle des océans morts, dévastés par des décennies d'exploitation déraisonnée, un climat hostile, source de mal-être et de violents conflits, une planète vidée de sa biodiversité, pliant les chines sous le poids des hommes, espèce à la fois toute puissante et si fragile. » C'est les premières lignes du livre. Ça aurait presque pu faire tout le livre, là, bien sûr. Mais c'est vrai, quoi. C'est hallucinant. J'ai voulu le mettre au début pour commencer sur ce constat qui est très lourd et très déprimant, il faut le dire, pour aller vers le mieux ensuite, pour parler de l'espoir et pour parler surtout des femmes et des hommes qui font des choses. C'est vraiment le but de ce livre et c'est pour ça que je l'ai écrit, c'est pour mettre en lumière tous les gens qui refusent l'inéluctable, qui refusent de se retrouver dans le monde que vous avez décrit, que j'ai décrit. Et je trouve que c'est super important de ne pas fermer les yeux sur le constat, d'accepter qu'on est dans une situation qui est gravissime. On l'a vu encore il y a quelques jours avec le rapport du GIEC qui a fuité et qui annonce des choses encore pires que ce qui était prévu. Et ça vient de scientifiques de renommée internationale, donc ça fait peur et ça doit faire peur. Et en même temps, si on se dit que c'est perdu, si on se dit qu'il n'y a plus rien à faire, on abandonne le combat. Personne n'a jamais été motivé par une défaite assurée. Donc il faut s'accrocher à l'espoir que c'est possible de faire quelque chose. C'est ce que disent les scientifiques. Il est encore possible, peut-être pas de sauver tout, il y a des choses qui sont malheureusement déjà perdues, mais de sauver l'essentiel, de sauver notre capacité en tant qu'espèce à habiter cette planète de manière acceptable et de manière supportable pour nos enfants et nos petits-enfants. Il y a une dichotomie entre ceux qui, comme vous et plein d'autres, et Pierre Rabhi par exemple, en tout premier, les colibris, grosso modo, chacun fait sa petite part et on va finir par y arriver. C'est sans doute l'idée qui anime tous ces jeunes qu'on voit là à dédicace de livres et qui étaient tout à l'heure à votre interview. Et puis il y a d'autres qui préconisent des moyens plus radicaux. Pour caricaturer un peu, je parlerai de Watson et de Sea Shepherd par exemple, qui arment depuis maintenant des décennies des bateaux pour empêcher la pêche à la baleine, c'est des raiders, c'est des commandos. Il y a l'action violente, systématique, emblématique, et puis il y a d'autre côté ces gens. Et vers quoi on va? Vers quoi il faudrait aller? Alors, Sea Shepherd, ils sont dans une action directe, ils ne sont pas dans une action violente, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais attaqué personne. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire et c'est le but de leurs actions. Et je pense que c'est complémentaire. On a besoin de gens comme Sea Shepherd qui vont à la confrontation, qui n'ont pas peur de prendre des risques pour mettre fin à certaines pratiques, pour attirer l'attention aussi sur certains problèmes. Et puis on a besoin, toutes et tous à notre échelle, de faire ces fameux petits gestes qui ne suffisent pas, mais qui sont le point de départ de tout engagement. On doit changer à notre échelle des choses parce que si on le fait seul, ça ne sert à rien, mais si on le fait des millions d'entre nous, là on a un impact concret. Finalement, les entreprises, qu'est-ce qu'elles nous vendent? Elles nous vendent ce qu'on achète. Le jour où on arrête d'acheter un produit, le jour où on arrête de participer à une activité, cette activité s'arrête d'elle-même. On le voit par exemple avec les cirques, avec des animaux. Pourquoi la législation change petit à petit partout en Europe? Pourquoi on va vers des cirques où l'utilisation d'animaux sauvages est interdite? Aussi parce qu'il y a une désaffection du public progressive pour ce type de spectacle. Si c'était toujours le spectacle ultra populaire qui attirait des millions de gens, peut-être que le législateur aurait eu plus de réticence à changer cette loi-là. Donc le consommateur a une responsabilité et peut agir en changeant ce qu'il fait de son argent, de ses choix, de ses voix aussi, de ses choix aux élections. Et en même temps, il faut se structurer. Il ne faut pas faire les choses seul dans son coin, même si c'est très bien. Il faut se mettre ensemble pour peser face à ceux qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent pas changer, qui veulent continuer à vivre d'une manière qui est totalement déconnectée avec la réalité aujourd'hui de cette planète. Parce que tant que ce rapport de force ne sera pas
très en faveur des gens qui veulent changer, qui veulent limiter la casse. Malheureusement, les grandes décisions tarderont ou seront un peu minorées. Parce que le politique, lui, il voit son intérêt, et son intérêt, c'est de ne pas avoir d'emmerde. Ouais, bien sûr. Pardon pour l'expression, d'avoir le moins d'emmerdes possible. Et tant qu'il aura plus d'emmerdes à faire des législations contraignantes pour les plus gros pollueurs, à interdire certaines pratiques de chasse, à interdire certaines pratiques d'élevage, etc., à interdire le plastique dans certains types d'emballages, tant que ça lui causera plus d'emmerdes avec les lobbies, avec les groupes de pression que ce que le citoyen est capable de lui causer comme emmerde, eh bien, la balance des emmerdes sera toujours en défaveur du citoyen. Donc il faut s'organiser, il faut se structurer et il faut porter notre voix de la grande majorité des gens qui refusent de vivre dans un monde qui s'écroule jusqu'aux politiques. Dernière question, réponse très courte. Ces jeunes-là que vous avez par millions devant vous, à toutes les dédicaces, toutes les rencontres, vous participez à beaucoup de choses, qu'est-ce qui vous susurre à l'oreille, même si c'est très court pour chacun d'entre eux? Qu'est-ce qui me susurre? Ils me disent merci de parler de ces thèmes-là, ils me disent merci d'en parler à la télévision à heure de grande écoute, d'en parler dans des livres. Je pense que pendant très longtemps, malheureusement, on n'a pas assez parlé d'environnement, on n'a pas assez parlé des problèmes et on n'a pas assez parlé des solutions. Aujourd'hui, ça commence à changer et je pense que tous ces jeunes aussi ils sont contents et moi je suis content, on ressent la même chose, on est une grande communauté, de voir qu'on n'est pas seul et de voir qu'on est nombreux et nombreuses, particulièrement au sein de la jeunesse, mais pas seulement, il y a aussi des gens plus âgés, notamment des parents, des grands-parents qui viennent avec leurs enfants. Ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul, ça fait du bien de voir qu'on est nombreux à vouloir que les choses changent et évoluent. Et c'est cette bienveillance entre nous qu'on a, de nous encourager mutuellement, de se donner des conseils. Il y a des gens qui me donnent des conseils, moi j'en donne. Et je pense que c'est très important de faire communauté et de voir qu'on est nombreux et qu'ensemble on peut changer les choses. C'est un peu bateau de dire ça fait un peu slogan politique, beaucoup de politiques l'ont dit, mais je pense qu'ensemble on peut vraiment changer les choses et en tout cas on peut éviter le cataclysme climatique qui s'annonce si on ne fait rien. Ça fait un peu politique, mais en attendant, eux, à côté, ils votent avec leurs pieds. Hein, et les pieds sont nombreux. Hein, oui, mais les responsables politiques doivent se poser des questions. Voilà, de voir le taux d'abstention. Moi, j'en connais beaucoup autour de moi qui font beaucoup de choses, qui s'engagent dans des associations, qui luttent pour les animaux, pour l'environnement, contre certaines formes d'inégalité, qui ne vont pas voter. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne s'engagent pas dans la société. Au contraire, ils s'engagent beaucoup dans la société. Ils donnent beaucoup de leur temps, beaucoup de leur argent pour certains, mais ils ne vont pas voter pour autant. C'est peut-être qu'en face, la manière de faire de la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui ne correspond plus aux attentes des citoyens et peut-être que le système politique dans lequel on se trouve, qui nous demande de notre avis une fois de temps en temps et dans un cadre très contraint, ne plaît plus à la majorité des gens. Donc peut-être que tout en haut, là, dans les ministères et à l'Assemblée nationale, il faudrait se poser des questions. À bientôt pour le prochain livre. À bientôt. À bientôt.